Euh, Bonjour à tous, il est 11h30. Nous allons essayer d'être dans le timing vu que nous allons parler de sujets supply chain, donc ça serait bien d'être dans le juste à temps, n'est-ce pas Hervé, pour ce quatrième Absolument. webinaire que nous allons donc poursuivre dans la logique, le jumeau numérique appliqué ou lié à la supply chain. Ce quatrième webinaire est l'avant-dernier. Et ça sera l'opportunité de progresser dans la meilleure connaissance et l'identification des apports d'un jumeau numérique. Et aujourd'hui, Hervé Lyon, directeur général de Scaltwin, va nous parler d'une approche plus opérationnelle qui est donc l'autocontrôle et l'autorégulation que peut offrir un jumeau numérique. Merci Hervé pour les 30 minutes ou les X minutes que tu vas nous proposer sur le sujet. Merci Eric, bonjour à tous. Donc c'est le quatrième webinaire et je ferai comme à l'accoutumée un petit rappel pour ceux qui n'ont pas participé au précédent, mais je pense que ils sont accessibles en ligne. Et donc là, on va, à travers un cas, et poursuivre d'ailleurs le cas que j'avais pu présenter la dernière fois, montrer l'aspect du jumeau numérique dans cette aide à ce que nous appelons l'autodiagnostic ou l'autocontrôle. Et puis également, demain, de plus en plus, l'autorégulation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir des pilotes dans l'avion, mais en revanche, le jumeau numérique couplé à de l'IA permet et permettra de plus en plus d'apporter une aide à la décision en quasi-temps réel pour améliorer une supply chain. Je vous rappelle en deux mots ce que c'est que le jumeau numérique, notre jumeau numérique qui s'appelle Scaltwin. En particulier, trois éléments. Le premier, c'est que c'est bien, le jumeau numérique, c'est un modèle de description numérique des flux de bout en bout, qui intègre donc la capacité à modéliser des interactions et des flux entre des fournisseurs, des sites de production, des entrepôts, des plateformes, des magasins, jusqu'à un client final. Et que cette description digitale couvre trois flux, les flux d'information et les flux de pilotage, les flux physiques bien entendu, et puis les flux financiers. Le deuxième point dans le jumeau numérique, c'est qu'il est nourri de data, et ces data, c'est à la fois des data transactionnelles, les commandes, les ordres de fabrication, les ordres d'approvisionnement, les mouvements de stock, les ordres de transport, etc. Et puis, c'est des data, ce sont les master data, les articles, les nomenclatures, les gammes, le réseau, et puis les data de planification. Et de l'autre côté, en termes de bénéfices et d'output, on va retrouver des éléments qui concernent la capacité à avoir une visibilité en temps réel de bout en bout, à faire des diagnostics, on va y revenir dessus, des autodiagnostics, à répondre à tout type de questions qu'on appelle what if, de façon avant de mettre en œuvre des actions, de pouvoir les tester, les simuler et les optimiser, et puis faire du prédictif, c'est-à-dire la capacité en temps réel ou de manière continue à prédire les événements, les aléas, les écarts de performance. On reviendra également dessus puisque c'est l'objectif de ce quatrième webinaire. Je rajoute également, puisqu'on fait une focale aujourd'hui également sur l'IA, je redonne l'architecture de notre jumeau numérique. Et je rappelle que ça commence toujours par la problématique d'orchestration de la data. Et quand on dit orchestration de la data, c'est beaucoup plus que d'aller capturer de la data dans les différents systèmes d'information. C'est de pouvoir transformer cette data brute dans un modèle de données qui va être exploitable. On pourra donner un exemple juste après.
et avant même de parler d'algorithmes d'analyse ou d'analyse prédictive ou d'optimisation. Donc, cette première brique, à la fois métier et technologique, est tout à fait clé. La deuxième brique, c'est le modèle lui-même de jumeaux numériques, qui est d'ailleurs aujourd'hui en grande partie automatisé dans sa construction à partir du modèle des données que l'on aura orchestré. Et puis, nous sommes en train de rajouter aujourd'hui une couche d'IA. Alors ça, c'est intéressant de partager un petit peu ce que l'on fait aujourd'hui et quelles sont nos convictions, puisque je l'ai évoqué déjà à plusieurs reprises. Nous considérons que toute tentative d'appliquer de l'IA sans comprendre réellement la mécanique et la systémique d'une supply chain de bout en bout, en prétendant, comme une boîte noire, utiliser l'IA, aujourd'hui même l'IA générative, directement à partir des données, c'est la meilleure façon de se dépenser beaucoup de temps et d'argent et d'aller dans le mur. Donc nous, l'IA telle qu'on la met en œuvre aujourd'hui, c'est déjà pour faciliter les analyses et la compréhension dans une supply chain, et plutôt que d'avoir tout un tas d'écrans avec des visualisations qui sont utiles, mais qui sont, je dirais, dans la logique de la BI un peu traditionnelle. Ce qui est intéressant aujourd'hui de faire, c'est de plus en plus de pouvoir utiliser le langage naturel pour dire, bah, tiens, sors-moi tous les stocks qui sont en potentiellement rupture, ou identifie-moi tous les lead times qui sont en retard ou en avance, ou bien donne-moi le top 10 des produits qui sont sur lesquels le taux de service n'était pas l'objectif. Voilà, donc il y a déjà beaucoup à faire de manière très intéressante à travers l'utilisation d'une IA générative pour faciliter l'analyse d'une supply chain, mais je dirais que c'est plutôt de l'automatisation, ce n'est pas de l'intelligence au sens d'aller utiliser tout de suite l'IA pour trouver une vérité dans une supply chain complexe de bout en bout. Je vous avais présenté la dernière fois, je vais y revenir dessus, puisque précisément, l'objectif, c'est de vous montrer comment on va un peu plus loin aujourd'hui à travers ce que nous appelons l'autocontrôle ou l'autodiagnostic et l'autorégulation. J'avais eu l'occasion déjà d'évoquer dans les webinaires précédents qu'un des intérêts du jumeau numérique et pourquoi il répond de plus en plus aux enjeux de la supply chain, il y a au moins deux bonnes raisons. La première raison, c'est que dans beaucoup d'entreprises, on a peut-être mieux appréhendé aujourd'hui la nécessité d'attaquer et de comprendre la supply chain dans une logique de bout en bout, en particulier parce qu'avec tout ce qu'on appelle le VUCA, et puis maintenant on appelle ça le BINI, c'est-à-dire les incertitudes, que ce soit de nature sur la demande, géopolitique, tarifaire, etc., etc. On a une supply chain qui est de plus en plus difficile à maîtriser, à contrôler. Et comme je l'ai évoqué très souvent, ce n'est pas parce qu'on a les meilleures pratiques sur chacun des processus que c'est une garantie d'avoir une supply chain suffisamment agile et résiliente. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on est dans un monde où tout s'accélère et donc il faut être capable aujourd'hui, par rapport à une logique plutôt historique, on va regarder des tableaux de bord, on va essayer de comprendre ce qui ne va pas, et puis finalement, quand on a compris, c'est un petit peu trop tard pour réagir. On est dans une logique où il faut anticiper, il faut des alertes, et puis en plus, il faut pouvoir être alerté vraiment sur ce qui est le plus critique et sur lequel il faut agir tout de suite. Donc la vitesse d'analyse et de prise de décision est dans la supply chain comme dans d'autres domaines un élément tout à fait clé aujourd'hui dans les enjeux d'une supply chain, et le jumeau numérique apporte précisément cette capacité
d'analyse et d'aide à la décision en quasi temps réel. Ça n'a pas forcément besoin d'être toujours en temps réel, mais en tout cas, cette capacité de prédiction et d'alerte pour agir. Je vous avais présenté donc un cas, on va revenir un petit peu dessus, qui était dans le domaine de l'aéronautique. J'avais eu l'occasion aussi dans un webinaire précédent de présenter différents types de cas d'usage, et j'avais expliqué que le jumeau numérique, en tout cas le nôtre, peut être utilisé aussi bien sur des aspects de logistique de distribution complexe, qui vont par exemple intéresser l'univers du retail ou autre, que dans des problématiques de sourcing et d'approvisionnement et de production qui peuvent intéresser du manufacturing, mais ça peut être aussi sur des enjeux très, très opérationnels. Et donc là, en l'occurrence, il s'agit dans la filière aéronautique d'un acteur équipementier qui a plusieurs sites de production. Dans cet univers, cette filière aéronautique, la particularité, c'est qu'on a très vite énormément de références à gérer, très vite des dizaines de milliers de références. Souvent, on a également des process et des gammes de production complexes, sans parler également des nomenclatures. Donc, on a un environnement qui est complexe par la multiplicité des gammes, des sites de production, la complexité des nomenclatures, le nombre de références. Et historiquement, d'ailleurs, on arrive avec, je dirais, des moyens plus traditionnels assez bien à piloter, à suivre un certain nombre de ces références, peut-être les plus critiques, mais très vite, on a du mal, évidemment, à analyser, à suivre les flux sur la totalité des références qu'il faut gérer. Et malheureusement, c'est des industries dans lesquelles même une petite référence peut arrêter une chaîne d'assemblage et mettre en péril l'on-time delivery. Donc là, il s'agit de pouvoir mettre en œuvre des pratiques et des outils et des solutions qui vont à la fois faciliter le suivi sur la totalité finalement de la complexité de cette supply chain en end-to-end, et puis aussi au niveau de l'ensemble des références gérées, que ce soit d'ailleurs aussi en matière première, approvisionnement, en encours, en semi-fini et produits finis, avec un objectif, et ça, ce sont des enjeux qui sont tout à fait critiques maintenant chez beaucoup d'acteurs dans l'ensemble de la filière depuis la reprise du Covid, c'est-à-dire l'on-time delivery, les lead time, sur lequel il y a des grands enjeux de stabilisation et de réduction, les encours et les stocks, tout ça dans un objectif, dans un enjeu qu'on appelle ramp-up, donc d'augmentation de la cadence, c'est le cas de l'aéronautique civile, mais également, évidemment, dans le domaine de la défense, comme chacun le sait, aujourd'hui. Donc, on a une complexité qui est liée à une accélération des cycles et une accélération des cadences qui rend, bien sûr, le pilotage de la supply chain aujourd'hui de plus en plus critique. Je vous avais présenté également la dernière fois le fait que dans les méthodologies qu'on met en œuvre, elles sont bien balisées. Donc, pour rappel, la première point, c'est d'orchestrer les datas. Je l'ai évoqué tout à l'heure. À partir de toutes les datas qu'on collecte sur les différents systèmes d'information, il faut pouvoir les rendre exploitables. Ensuite, il faut savoir mesurer. Et on parle d'on-time delivery de tout service, on parle de lead time, on parle de stock. On peut avoir l'impression au début que ce sont des indicateurs, des KPI, je dirais, qu'on sait mesurer. La réalité, c'est que souvent, et en particulier, par exemple, le lead time, mais aussi le taux de service, quand on interroge différents acteurs chez des clients, chez des fournisseurs, chez des producteurs, finalement, on n'a pas forcément la même mesure, même dans des entreprises qui ont plusieurs business units ou plusieurs entités, ce n'est pas forcément normalisé.
Donc, il y a toute une question de normalisation de la mesure, comment on définit cette mesure. Ensuite, il faut évidemment analyser les écarts de performance. Et quand on a analysé et détecté des écarts de performance, il faut comprendre les causes et revenir aux racines de ces causes. Et puis, une fois qu'on a fait ces différents process, ces différents exercices, on peut commencer à se dire ce serait bien de prédire le futur, prédire ce qui va se passer. Et puis ensuite, il faut évidemment agir. Et je rappelle aussi une de nos convictions que j'ai l'habitude de réévoquer chaque fois, parce que tout le monde parle aussi d'IA pour faire des prédictions, etc. En ce qui nous concerne, nous considérons qu'on ne peut pas prédire si on ne comprend pas le passé. Et donc, dans les projets, on s'efforce toujours déjà d'aller calibrer et d'utiliser notre jumeau numérique pour déjà mieux comprendre ce qui s'est passé, créer la confiance, parce que de toute façon, on peut mettre toutes les bonnes technologies du monde. Si on ne crée pas la confiance dans les solutions, il n'y a aucune chance que dans la durée, elles soient réellement utilisées et appropriées. Donc, il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est comment créer la confiance. Et cette confiance, on la crée parce qu'on est transparent et parce qu'on est capable de rendre intelligible ce que l'on fait. Et j'ai eu aussi l'occasion de le dire à chaque fois, notre jumeau numérique n'est pas une boîte noire. Tout ce que l'on fait avec notre jumeau numérique est complètement intelligible et peut-être expliqué sur la façon dont on obtient tel ou tel résultat, de sorte que ensuite son utilisation en mode prédictif, eh bien nos clients sont confiants sur le fait que les prédictions que l'on peut faire sur les écarts de performance futurs ou les risques futurs sont des prédictions qui sont suffisamment fiables. Alors, rapidement, pour illustrer ces différents points, sur l'orchestration de la data, nous étions d'ailleurs au Supply Chain Event, peut-être que certains d'entre vous ont participé la semaine dernière ou ont été voir un certain nombre d'éditeurs qui d'ailleurs, ou un certain nombre de solutions qui ont tous maintenant, qui prétendent tous avoir de l'IA comme la couche maintenant qui révolutionne leurs solutions historiques. Pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes un peu plus prudents par rapport à ça, pour la bonne et simple raison que déjà, et ça, ce n'est pas de l'IA, la question, c'est comment créer un modèle de données qui va être exploitable. Simplement pour vous dire que nous avons dans le jumeau numérique un certain nombre d'algorithmes et un certain nombre de process qui, par contre, à chaque fois demandent à être personnalisés, parce que là, pour le coup, les sources de data sont toujours différentes, même si un certain nombre de nos clients ont SAP, ce n'est pas parce qu'ils ont SAP que pour autant, il n'y a pas, c'est pas juste des API où il faut aller chercher directement les datas dans SAP et puis on peut les utiliser. Même pour les clients qui ont des ERP plus ou moins bien intégrés, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la transformation de data à faire. Et la transformation de data à faire, c'est bien au-delà de la capture, hein, c'est du filtrage. Quand on récupère les master data, les articles, les nomenclatures, les gammes, on ne va pas forcément utiliser toutes les datas. Il faut ensuite normaliser ces datas, il faut les recontextualiser, il faut les enrichir. Voilà, donc il y a des process à réaliser qui permettent de constituer un modèle de données qui va alimenter notre jumeau numérique et bien sûr qui est un modèle de données propriétaire qui est le résultat d'années d'expérience dans les analytiques qu'on a eu l'occasion de traiter pour beaucoup de projets et dans beaucoup de secteurs différents. Ensuite, je vous disais que la mesure, par exemple, si on prend le lead time, puisque c'est des sujets clés dans ce cas d'usage,
pour vous dire que la mesure du lead time, ce n'est pas du tout quelque chose qui est aussi évident que ça y paraît. Ce que je vous montre ici, mais je ne vais pas le commenter trop longtemps, c'est comment on est capable de mesurer un lead time de bout en bout dans lequel vous avez bien, un produit fini. Alors là, il est de gauche à droite. C'est vrai qu'on aurait normalement plutôt l'habitude de le lire de droite à gauche, mais vous avez un produit fini, et puis le produit fini, vous avez des approvisionnements, vous avez des ordres de fabrication, de la fabrication, vous avez des approvisionnements, et comment on peut reconstituer un lead time de bout en bout à travers ce qu'on appelle un Gantt, qui va permettre de mesurer pour l'ensemble des composants de la nomenclature, qu'ils soient fabriqués ou qu'ils soient approvisionnés, combien de temps ça prend, quelle est la variabilité de ces lead times, quels sont les risques de rupture, etc. etc. Je ne vais pas tout détailler ici, mais simplement, parfois on nous dit le lead time, c'est assez simple à mesurer. La réalité nous montre qu'il y a historiquement très très peu dans la BI ou même d'une manière générale d'outils qui permettent de sortir rapidement des lead times. Et à travers ça, bien entendu, c'est l'objectif de la mesure, c'est de pouvoir détecter très vite quels sont les composants critiques. Et c'est, je crois que je l'avais dit la dernière fois, c'est pas quand vous avez une nomenclature, par exemple, sur une supply chain avec beaucoup de composants et tous les compos, vous pouvez avoir peut-être des fournisseurs qui sont en retard, mais sur lesquels il ne va pas y avoir d'incidence parce que de toute façon, ce n'est pas sur le chemin critique. Et puis, vous en avez d'autres où vous avez, par exemple, une panne machine ou un retard de production qui peut être réellement critique parce que là, pour le coup, vous êtes vraiment sur le chemin critique. Voilà, c'est un exemple d'analyse que l'on fait de manière complètement automatique dans la façon de visualiser un lead time à n'importe quel niveau d'agrégat, bien entendu. Et puis ensuite, et c'est ce que vous voyez derrière, de faire un diagnostic des causes racines à travers un zoom pour dire, OK, ce produit fini, voilà quels sont les composants les plus critiques, que ce soit en fabrication ou en approvisionnement. Et ensuite, je voudrais regarder finalement ces composants critiques, quelles sont les étapes du cycle qui sont les plus critiques à zoomer. C'est ce que vous voyez ici. Ça peut être parce qu'il y a un certain nombre de fournisseurs pour tel ou tel composant qui sont toujours en retard, ou ça peut être parce que quand je regarde une gamme et un cycle de production avec beaucoup d'étapes d'usinage, de façonnage, d'assemblage, etc., j'ai peut-être quelques machines qui sont les machines goulot. Je vous avais rappelé aussi les fois précédentes, avant même de parler d'IA, très sophistiquées, qui a toujours des méthodologies historiques qui sont tout à fait d'actualité et qu'on a parfois un peu oublié, qui sont la théorie des contraintes. Et d'ailleurs, quand on fait, nous, des analyses de chemin critique, c'est fortement inspiré de la théorie des contraintes, de la même façon que quand on fait une analyse de ce qui cadence un flux, c'est fortement inspiré de la théorie des contraintes pour identifier les goulots. Voilà. Par contre, tout ça est industrialisé, tout ça est, je dirais, packagé, de sorte que on peut maintenant aller très vite, et puis qu'accessoirement d'ailleurs, on n'a pas besoin de passer un temps fou à payer soit des consultants externes, soit des consultants internes qui vont pendant des mois faire ces travaux à coup de fichiers Excel, à coup d'expertise plus ou moins bien maîtrisée. Et donc, bien entendu, derrière ça, il y a aussi une méthodologie, j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer plusieurs fois, complètement structurée, définie, le jumeau numérique étant l'outil support à une méthodologie. Je parlais de prédiction. La prédiction, c'est quoi? C'est bien, toujours sur cet exemple-là, encore une fois, puisqu'on nous pose la question de dire on a des tours de contrôle,
c'est très bien d'avoir des tours de contrôle, mais c'est un petit peu comme la météo. Quand vous regardez la météo et que vous faites du prédictif, ce qui vous intéresse, c'est dire, bon, bah, grosso modo, quels sont les risques que j'ai. Bon, malheureusement, par les temps qui courent, on en a beaucoup. Quels sont les risques que je vais avoir sur telle ou telle région, sur telle ou telle ville, etc. Donc, on veut très vite se focaliser précisément sur des points particuliers. C'est pareil pour moi sur la supply chain. Avoir une tour de contrôle qui monitore en permanence tout, les écarts de stock, les écarts de taux de service, l'utilisation de la prod, etc. C'est très bien, mais OK, qu'est-ce qu'on en fait? What's next? Ce qui est intéressant, c'est dire, bah, OK, c'est là où je risque vraiment d'avoir un problème. Et c'est ça, nous, qu'on appelle du monitoring prédictif, c'est dire, attention, on fait un monitoring continu, mais on va véritablement flécher, vous alerter sur ce qui est à risque, exactement comme le vert, le jaune, l'orange, le rouge en météo. C'est pareil, et c'est ça, demain, c'est ça l'intérêt d'une tour de contrôle en supply chain, c'est pas d'avoir des alertes en permanence ou des tableaux de bord et des tableaux de bord qui se remettent à jour en continu en temps réel si de toute façon on est incapable de savoir quoi en faire. Et donc ça me permet de terminer sur cette auto-contrôle et auto-régulation. Ça veut dire quoi auto-contrôle? Précisément, l'autocontrôle, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire la capacité à faire des autodiagnostics à travers un monitoring continu et intelligent de la supply chain. Donc, c'est ce que l'on fait une fois qu'on connecte le jumeau numérique sur les différentes sources d'informations. Et j'avais eu l'occasion déjà de faire une petite démo, donc je ne vais pas c'est pas mon propos ici de la refaire. Puis les démos, dès qu'on en fait, on peut vite, je dirais que ça peut vite, on peut vite prendre beaucoup de temps. Et puis les démos sont d'autant plus pertinentes que c'est déjà sur des cas d'usage extrêmement précis avec des attentes bien définies. Donc c'est pas l'objet ici de faire des démos de l'ensemble de la solution, mais évidemment. Si parmi les auditeurs, il y en a qui sont intéressés par aller plus loin, nous serons très ouverts à vous montrer pour faire des démos de ScaleTwin. Donc ça, c'est l'autocontrôle, c'est vraiment faire cet autodiagnostic de manière un peu continue pour pouvoir générer des alertes. Et puis, bien entendu, et je terminerai par là, l'autorégulation. Mais ça, c'est comme je le dis à chaque fois. Je ne suis pas un fanat d'utiliser les termes anglo-saxons pour le plaisir d'utiliser des termes anglo-saxons. Simplement, des fois, ils ont des acronymes qui permettent d'être rapides et synthétiques. Et dans les acronymes aujourd'hui, souvent utilisés en IA, que probablement vous avez entendu, il y a Human in the Loop ou Human out of the Loop. HITL, ça veut dire quoi? Human in the Loop, ça veut dire qu'il y a toujours un pilote dans l'avion, si on peut dire, qui est alerté. Et ça, c'est ce que j'appelle moi l'autocontrôle. C'est ce qu'on fait. On alerte en disant attention, tu as un risque, ça passe en rouge, là c'est vert, là ça passe en rouge, c'était ce que je venais d'évoquer juste à l'instant, il faut agir. Et puis human out of the loop, c'est ce que j'appellerais l'autorégulation. Et pour moi, ça c'est le niveau évidemment déjà suivant. C'est de dire, bah, j'ai une autocorrection, j'ai un risque, je l'ai identifié et je fais de l'autocorrection. Alors, c'est ce que j'explique là. Qu'il faut y aller prudemment. Évidemment, avec l'IA, progressivement, il y a des choses qui seront plus faciles à faire. Nous, je vous donne un exemple, parce qu'on ne dit pas du tout qu'on fait de l'auto-correction
comme je le vois chez un certain nombre d'auditeurs qui disent bon, bah, aujourd'hui, on est capable d'autopiloter votre supply chain. Ce n'est pas du tout ce que l'on dit nous. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui est souhaitable, je pense. En revanche, vous pouvez avoir un certain nombre de choses que l'on peut faire. Par exemple, si je reprends la planification, on l'oublie, mais il y a un certain nombre de paramètres de planification, et là, vous n'avez pas besoin d'IA dans les planifications, des outils de planification, y compris ceux qui sont intégrés dans l'ERP, qui peuvent très très bien fonctionner, mais par contre qui conduisent à des dysfonctionnements sur votre supply chain, non pas parce que les algorithmes ou les outils d'optimisation ne sont pas bons, mais simplement parce que les paramètres qui sont constitutifs, en tout cas qui sont utilisés, ne sont plus à jour. C'est assez classique. Hein. On peut prendre, par exemple, des paramètres de couverture de stock, on peut prendre des paramètres de lead time, on peut prendre des paramètres de contraintes capacitaires, etc., etc. Je pourrais multiplier les exemples d'un certain nombre de paramètres où, finalement, ça n'est pas la qualité du modèle de planification qui est en jeu, mais c'est simplement qu'on a oublié de mettre à jour les paramètres. Et donc, je vous donne cet exemple-là parce que c'est du vécu, hein, assez classique, où, et ça c'est un exemple d'autorégulation, où vous constatez que le lead time ou le stock de sécurité, le niveau de couverture ou le niveau de délai de votre lead time, il n'est plus du tout à jour. Et donc, vous pouvez le remettre à jour intelligemment dans votre planification parce que il est, pour des raisons qui ont été identifiées justement par le diagnostic, en décalage avec la réalité de vos flux. Et voilà, ça c'est un exemple tout à fait concret d'autorégulation et en même temps qui peut apporter assez vite des bénéfices et des leviers très significatifs, d'une part, et qui est aussi un exemple, c'est intéressant de le préciser, de transparence et d'intelligibilité dont je parlais tout à l'heure, parce que c'est un mécanisme que tout le monde peut comprendre pour le coup. Et encore une fois, ce n'est pas un mécanisme que de dire, OK, j'ai maintenant une super boîte d'IA, faites-moi confiance, voilà ce qu'il faut faire, mais ah bon, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Et non, c'est dans la boîte. Et donc, par définition, on ne peut pas l'expliquer. C'est effectivement pas, nous, aujourd'hui, ce que nous recommandons. Et ce n'est pas la façon dont nous utilisons le jumeau numérique que nous déployons maintenant depuis d'assez nombreuses années, puisque, et je terminerai par là, au risque de me répéter, en ce qui nous concerne, ça fait déjà une dizaine d'années que nous avons démarré toute cette approche de jumeaux numériques. Donc, ce n'est pas un effet de mode qui date de quelques mois ou même de 2 ans. Voilà, je crois que je suis pile dans les temps, mais je ne sais pas si, Eric, il nous reste un peu de temps pour les questions, si même il y a des questions. Oui, il peut peut-être y avoir des questions, mais en tout cas, merci pour cette nouvelle présentation et de démontrer que de toute façon, oui, jumeau veut bien dire binôme, interface avec l'humain et que pour le décollage et l'atterrissage, le pilote dans l'avion sera toujours le bienvenu. Que par ailleurs, effectivement, le jumeau numérique est l'opportunité d'avoir un cockpit d'avion bien nourri et sur lequel il faut aller à l'essentiel. Et je pense que ce dernier slide permet aussi de démontrer qu'il ne faut pas avoir une multitude d'informations, mais 3 ou 4 informations pertinentes, justement pour apporter des corrections en temps réel dans la mesure du possible. Et puis, bien entendu, espérer que les données qui seront remontées seront correctes et que la part du pilote contribuera aussi à donner de la visibilité et pas à voyager dans le brouillard. Donc, merci. Ouais, tout est...
Oui, oui, merci, tu as parfaitement tout résumé, tout est dit exactement. Et que parfois, effectivement, l'histoire peut le démontrer, même l'électronique ne renvoie pas la bonne information, donc le pilote est essentiel. Est-ce que je rebondis sur, oui, sur le dernier point, y a-t-il des questions? Est-ce que ça a suscité des points d'interrogation et de se dire que demain, justement, grâce à ces déploiements, qu'on soit acheteur ou dans la supply chain, ça mettra d'autant plus en valeur et en perspective les contrats qui sont élaborés entre un client et un prestataire, souvent où on met des clauses liées à de la performance qualité, performance logistique, de service, et qu'au travers de la collecte aussi de la donnée, il permettra d'avoir une lecture plus rapide et un interfaçage de qualité sur est-ce que le contrat, comme on l'a élaboré il y a 6 mois ou 12 mois, est toujours bien suivi et appliqué, et comment on peut démontrer les écarts et apporter des corrections. Je pense aussi que le déploiement et l'apport de l'IA et du jumeau numérique contribueront à faire mieux appliquer les contrats dans leur quotidien et donc de tirer les organisations vers le haut. Qu'est-ce que tu en penses, Hervé? Oui, alors, c'est un bon point. Je peux faire un petit complément sur le lien avec les achats. Tu as parfaitement raison. En particulier parce que, et bien sûr, quand je parle d'achat de production, là, évidemment, d'achat Oui, bien direct, sûr. c'est évident. Et donc, on sait bien que le lien achat et supply chain, alors, sachant que la supply chain, de temps en temps, couvre aussi les achats, mais plus généralement, la supply chain couvre les appros. Et donc, c'est le lien achat-appro, où, historiquement, pour avoir à mon actif beaucoup de projets, évidemment, en supply chain dans des secteurs différents, il y a souvent deux points d'interface un petit peu problématiques sur cette interface achat pro. La première, évidemment, très, très concrète, c'est que les acheteurs cherchent, c'est logique, à la fois des fournisseurs qui vont assurer des produits de qualité à des coûts compétitifs, mais ces coûts compétitifs, en revanche, ou d'une manière générale, les contrats ou les négos qui peuvent être faits ne tiennent pas suffisamment en compte les impacts que ça peut avoir sur la supply chain à deux titres. Le premier, c'est sur les délais, parce que évidemment, plus les délais sont longs, plus ça va à contresens aujourd'hui de l'agilité que l'on cherche, et justement de la variabilité, de la volatilité. Et donc, si on a des délais longs, ça veut dire que le client ou l'entreprise est obligé de compenser à des risques de rupture par du stock. Donc, généralement, plus les délais sont longs, plus il va falloir avoir du stock de sécurité important. Donc, c'est un arbitrage où peut-être que le fournisseur, finalement, il serait prêt à avoir des délais plus courts, mais c'est lui, à ce moment-là, qui va supporter la variabilité. Donc, en tout cas, il y a un vrai arbitrage, historiquement, qui n'est pas très bien géré toujours, entre c'est quoi le coût d'un délai d'un fournisseur par rapport à ce que ça implique éventuellement en rigidité d'une supply chain pour son client. Et ça vaut aussi, bien sûr, d'une entreprise vis-à-vis de ses clients, parce que quand on voit aujourd'hui un phénomène assez intéressant, c'est que ce qui se passe en B2C historiquement, tiré évidemment par le e-commerce, etc., où on exige depuis maintenant des années, ça n'a cessé de s'accélérer, des délais courts de livraison. On s'aperçoit que de plus en plus, en B2B dans l'industrie, ça se cascade. Hein. L'autre jour, je discutais avec un acteur de la sidérurgie, et je le donne à titre d'exemple, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé dans cet univers-là, où on avait des carnets de commandes
à 8-10 semaines fermes, hein, 8-12 semaines fermes. Et il me disait aujourd'hui, la problématique, c'est qu'on a des carnets de commandes beaucoup plus courts. Alors, évidemment, la sidérurgie, en plus, c'est une industrie assez lourde, la transformation. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des prévisions d'un certain nombre de nos clients, mais en tout cas, on a des carnets de commandes, une visibilité en carnet de commandes beaucoup plus court. Je donne cet exemple-là simplement parce que la réduction des délais impacte maintenant toute la supply chain en cascade entre clients et fournisseurs. Et donc, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet aujourd'hui parce que, encore une fois, ça a un impact très important derrière sur ce que ça peut impliquer en coût et en surcoût sur une supply chain et qui porte ce surcoût à travers des stocks de sécurité, soit chez le fournisseur, soit chez le client. Ça, c'est un point que je voulais évoquer. Puis vous en avez un deuxième qui sont au cœur du sujet à ProAchat, qui sont les tailles de lot, les quantités minimum également, bien entendu. Où là, c'est pareil. Hein. Évidemment, en général, plus les quantités sont importantes, plus on peut bénéficier de coûts moindres. Mais par contre, c'est pareil, si les quantités à un moment donné sont trop importantes, on subit à ce moment-là du surstock, voire de l'obsolescence parce qu'on va trop commander. Voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. Alors, ce sujet-là, il n'est pas nouveau depuis que je fais de la supply chain, c'est-à-dire depuis très longtemps. Ce que je vous raconte, ce n'est pas nouveau, sauf que, ça s'est complètement exacerbé aujourd'hui compte tenu de la volatilité et des besoins d'agilité de la supply chain pour tous les acteurs, hein, les clients, les producteurs, les approvisionneurs, etc. Et puis aussi parce qu'on est dans des supply chains complexes à la fois régionalement et mondialement. Mais deux aussi, parce que précisément, ce qui est intéressant pour rebondir sur ton point, Eric, c'est que à travers toutes les technologies dont on parle, hein, pas forcément que le jumeau numérique et que la nôtre, hein, mais y compris l'IA qui, par contre, là, je dirais sur du monitoring et de l'aide à la contractualisation, parce que ce que j'évoquais sur l'IA, je reste, je dirais, dans mon terrain de jeu sur la supply chain. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des cas d'usage d'IA qui sont extrêmement intéressantes, qui marchent très, très bien à travers l'IA générative sur l'analyse, la production de documents, etc. Je pense que dans le domaine des achats, il y a énormément de choses tout à fait intéressantes qui se font. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire, en supply chain, on traite beaucoup de data. Et c'est vrai que l'application d'IA sur du traitement de la data, ça n'a rien à voir avec l'application de l'IA sur du traitement de sémantique et d'écrit et de langage ou de vidéo. Hein. La data, c'est une chose. Le reste, c'en est une autre. Hein. C'est pour ça que appliquer l'IA générative, si certains des participants et des auditeurs essayent d'appliquer de l'IA générative pour mieux traiter ce qu'ils font sur Excel, bonjour. Hein. Voilà, je faisais un aparté. Mais simplement pour dire que la partie et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire un monitoring justement et mieux qualifier les enjeux dont je viens de parler, hein, à travers aussi, bien sûr, des scénarios what if, en disant, bah tiens, ok, le fournisseur, lui, ce qui l'intéresse, c'est telle taille de l'eau, telle quantité minimum à tel prix, ou le lead time qu'on lui demande, c'est trop court, etc. Et voilà, et donc, véritablement, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, et véritablement intégrer et élargir le modèle de la supply chain en intégrant effectivement un certain nombre de fournisseurs, y compris par exemple, je parlais d'on-time delivery. Si on exige d'un fournisseur un on-time delivery à 95% ou on met la barre un peu moins haute au départ à 80%, ce n'est pas du tout les mêmes niveaux d'exigence. Hein. Et pas les mêmes, donc forcément, incidences contractuelles. Ce n'est pas les mêmes incidences sur la nécessité de suivre ou de monitorer en temps réel. Ça ne va pas être les mêmes incidences forcément sur la logique de pricing. Et voilà, et donc, c'est typiquement quelque chose qui est très intéressant
à, à modéliser au bénéfice de toutes les parties prenantes pour les aider à se mettre autour de la table et à mieux résoudre en fait toutes ces problématiques d'interface entre les achats et la supply chain pour pouvoir mesurer les impacts des différents scénarios et des différents types de décisions à prendre. Oui, J'étais un peu long, mais finalement, tu m'as ouvert un champ aussi intéressant, donc je me suis engouffré dedans. bah, c'est très bien, j'en doutais pas de ta part, Hervé. Merci pour ces informations et pour renforcer l'idée que oui, chaque service, chaque fonction ne doit pas travailler en silo et que le temps passé à élaborer un contrat, à faire vivre un contrat, à suivre les SLIA et donc à œuvrer pour faire grandir les organisations et améliorer le quotidien des entreprises. L'IA et le jumeau numérique sont des contributeurs et sont de fait maintenant des outils, on va dire, ou en tout cas Oui. des moyens, des ressources indispensables pour aller dans des plans de progrès et d'amélioration. Donc, alors d'ailleurs, je rajoutais, puisque tu as raison, ça me permet de rajouter un élément, je crois, intéressant à partager sur l'IA, justement, qui fait écho à ce que j'ai pu évoquer. C'est que la supply chain, on cherche tous, hein, depuis en tout cas, moi, depuis longtemps, à la faire sortir de son domaine, certes clé, qui est celui des approvisionneurs, des logisticiens, des producteurs, des distributeurs, etc., pour dire, attention, la supply chain a un impact sur beaucoup de fonctions de l'entreprise. On vient d'évoquer concrètement l'impact sur les achats. Un autre de mes thématiques chères depuis longtemps, c'est l'impact sur la finance. Évidemment, il y a des impacts clés sur la R&D en termes de conception de nouveaux produits. Il y a des impacts clés sur le commerce. Et pourquoi j'évoque ça avec l'IA? Tu m'y fais penser. Parce que précisément avec l'IA générative et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de plus en plus à utiliser le langage naturel pour aller chercher des informations ou des analyses sur la supply chain, c'est très intéressant parce que ce sera aussi un élément qui va faciliter le décloisonnement de la supply chain auprès d'acteurs qui n'ont pas toute l'expertise et ce n'est pas ce qu'on leur demande pour comprendre toute la systémique d'une supply chain, etc. Et donc pour lequel les tableaux de bord historiques dans une supply chain ne parlent pas forcément, mais par contre, qui seront beaucoup plus à l'aise en disant, bah, OK, sors-moi tous les produits sur lesquels il y a eu des retards de ces fournisseurs-là, parce que moi, je veux les voir avec mon point de vue acheteur. Et donc, ce qui va être extrêmement intéressant avec cette IA, pour le coup, qui est l'IA, je dirais, bien pensée et intelligible, c'est de rendre beaucoup plus accessible certains des indicateurs et certaines des analyses de la supply chain à d'autres fonctions qui, historiquement, ne veulent pas rentrer dans des tableaux de bord qui ont été plutôt conçus pour les opérationnels eux-mêmes de la supply chain. Tu m'y fais penser. Et ça, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, ce que je viens d'évoquer sera beaucoup plus large. C'est pour ça que, pour le coup, là, cette IA-là, bien pensée, sera un formidable vecteur de décloisonnement de toutes les fonctions de l'entreprise. Hein. Ben, on espère bien. Et comme ça, il y aura un retour sur investissement sans aucun doute et un BFR qui va s'améliorer dans le sens de l'histoire. Bon, mais merci bien Hervé pour ce 4e webinaire. On se retrouvera donc le 11 décembre pour le dernier webinaire. Oui, absolument, avec plaisir. C'est l'occasion cependant de se dire que oui, le digital a bien pris place dans notre quotidien,
Mais sachez que le 13 novembre, à partir de 18 h, il y aura des retours d'expérience IA aux achats et supply chain qui se tiendront à Pessac. Donc, pour les heureux ou les heureuses personnes localisées sur Bordeaux ou la Nouvelle-Aquitaine, ben, nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de cet événement dans lequel il y a eu un post sur le CNA Nouvelle-Aquitaine et des informations relayées. Donc, il y aura François Chrétien, directeur achat de Seva, qui viendra nous parler de son déploiement de l'IA aux achats. Il y aura Denis Aublin, qui est ambassadeur de l'IA pour l'État français sur l'impact et l'utilité. Et puis, Hervé Illion sera aussi présent au travers d'un retour d'expérience industrie pour l'IA à la supply chain. Donc, je vous dis peut-être au mieux au 13 novembre, 18 h sur le site SQLI à Pessac. Et sinon, le 11 décembre pour notre dernier webinaire du jumeau numérique lié à la supply chain. Merci pour votre écoute, votre confiance. Et puis, à très bientôt. Merci Hervé. Merci Eric et merci à tous de votre écoute. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.